Eh bien, sachez que cette vidéo est réalisée sous un pan économique, étant donné que nous allons nous servir comme appui du magazine Forbes, qui n'est autre qu'un magazine économique et financier, qui est une référence dans le milieu. Et vous allez me dire, mais quel rapport avec Ant-Man et la guêpe Quantumania, et plus globalement, Marvel Studios? Sachez que l'article qui sera en description, que nous allons essayer d'analyser à notre échelle et de l'interpréter également, eh bien, nous permet de comprendre comment Marvel Studios crée des sociétés et des tournages, de la pré-production, de la photographie, etc. au Royaume-Uni, et de savoir pourquoi est-ce que cela est fait au Royaume-Uni. Donc sachez qu'il n'y a pas de spoiler quelconque, mais tout simplement une analyse d'un article économique. Encore une fois, je ne me place pas comme étant un expert en économie, bien loin de là, mais je ne suis qu'une simple personne qui lit un article, qui trouve ça intéressant et qui a envie de l'interpréter à sa manière, mais avec des faits et des chiffres. Et encore une fois, l'article sera en description. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir de quelle manière, avec quel levier, le film Ant-Man et la guêpe Quantumania, puisque c'est l'exemple qui est notifié dans cet article, eh bien, est rentable. Parce que oui, il l'a été. Mais pas de millions de dollars, comme on aurait pu l'imaginer. Non, c'est encore plus précis que cela. Sachez que j'ai vu la news sur Discussing Film, je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire un short, mais étant donné que j'ai lu tout l'article, je me suis dit non, là, c'est plus précis, il faut vraiment qu'on prenne le temps d'analyser et de lire tout ce qui est écrit, parce que vous allez voir que c'est extrêmement intéressant, notamment par rapport à un schéma, et notamment par rapport à l'État britannique, au gouvernement britannique, qui va aider les productions. Et ça, c'est notamment quelque chose qu'on avait entendu, notamment sur The Marvels, mais là, sur Ant-Man et la guêpe Quantumania, c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Parce que oui, l'industrie du cinéma est célèbre pour ce que l'on appelle la comptabilité hollywoodienne. En termes simples, cela implique que les studios utilisent des méthodes comptables pour masquer les budgets et les profits des films à succès. Pendant des décennies, on a suggéré que c'était la force motrice derrière Tinseltown, mais des révélations récentes ont montré que dans certains cas, il ne s'agissait en fait que d'une légende hollywoodienne. La meilleure preuve en est peut-être le film Ant-Man et la guêpe Quantumania, produit par Marvel Studios. Le film de super-héros est sorti en février dernier, donc en février 2023, et n'a reçu qu'un accueil mitigé. Pour rappel, il est sorti le 15 février 2023. Selon l'analyste Box Office Mojo, alors sachez que c'est le site où, du coup, nous, lorsqu'on parle du box office, eh bien, on se répertorie, parce que c'est le site le plus fiable par rapport au box office d'un film, notamment d'un point de vue américain, et mondial aussi, mais c'est vrai que c'est un site américain. Le film n'a rapporté que, entre guillemets, 476 millions de dollars, sauf qu'il faut rappeler que un studio, enfin en tout cas oui, les studios, lorsqu'il y a un box-office de cette manière-là, ne reçoivent que 50% des recettes. Ce qui signifie que Disney a obtenu 238,05 millions de dollars, soit 92 millions de moins que ses dépenses nettes pour la réalisation du film, comme nous l'avons récemment révélé. Bon, il y a un autre article en question, mais bon, on va rester sur ce qui est écrit ici. Le coût du film n'est pas une spéculation ou une estimation, mais un fait qui provient directement des documents déposés par Disney. Ce n'est pas le genre de révélation qu'un studio ferait s'il essayait de le cacher ou de déguiser ses dépenses. Ce qui est intéressant, c'est le fait que, eh bien, aux États-Unis, peut-être que tu peux non pas cacher, mais on va dire masquer certaines choses pour ne dire que des choses qui sont positives. Mais avec le Royaume-Uni, c'est totalement différent parce qu'il y a une certaine transparence à avoir, notamment par rapport au coût. Peut-être quelque chose qui n'existe pas aux États-Unis. Les budgets des films ne sont généralement pas divulgués par les studios car ils ont tendance à absorber les coûts de toute leur production dans leurs dépenses globales, ne détaillant pas combien ils ont dépensé pour chacune d'elles. Donc en gros, c'est comme s'ils disaient bon, on a cette année, on est en 2025. On va supposer qu'on est en 2025, on a Captain America Brave New World, on a les Thunderbolts et on a les 4 Fantastiques. On va dire bon, on va dépenser, allez, 300 millions, non, 500 millions pour ces 3 films-là. Sans dire que, par exemple, pour Captain America, ça a coûté 50, pour les 4 Fantastiques, ça a coûté 50, et pour les Thunderbolts, ça a coûté 400 millions. Ils vont faire ça de manière globale, sans préciser à chaque fois combien ça a coûté à chaque fois. Et ça, c'est assez intéressant à analyser également. Comme la plupart des studios, Disney ne communique pas sur les coûts de production individuels et n'a pas souhaité les commenter. Il n'en a pas besoin car Quantumania a été réalisé au Royaume-Uni et les sociétés de production qui produisent les films qui y sont tournés doivent publier des états financiers qui révèlent
tout, depuis leur coût totaux jusqu'au nombre de personnes qu'elles emploient, en passant par les salaires qu'elles ont perçus et le montant des cotisations de sécurité sociale. Vous allez voir que c'est extrêmement précis qu'elles ont perçu. Si la société de production compte plus de 250 employés, elle doit même divulguer la différence de salaire entre les hommes et les femmes, ainsi que le pourcentage de femmes dans leur effectif. Et sachez que ça, c'est quelque chose qu'on a ici à la toute fin. Alors, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser précisément dans cette vidéo-là, mais vous allez voir que, en gros, pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania, le staff technique, ou en tout cas toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet, il y a eu un coût global de 22 millions de dollars. Et on a du coup 226 personnes qui ont travaillé sur ce projet-là, en ayant 50,8% de femmes et 49,2% d'hommes. Et on va dire d'une certaine moyenne, ils ont touché chacun, si on divise donc 22,7 pardon, divisé par 22,6, on obtient 100 140. Donc ça, c'est le prix qui aurait été donné à chaque personne en moyenne. Encore une fois, sans compter le sexe de la personne et sans compter notamment les cotisations sociales, etc. Bref, c'est très précis. Et justement, à la suite de tout ça, on a ce petit schéma-là, qui est extrêmement important. On va avoir les revenus qui nous viennent du studio. On voit qu'il y a écrit 327 millions de dollars. Plus des coûts, on va dire, des divers revenus, d'une certaine manière, 2,8. D'accord? Ce qui nous donne, si je ne dis pas de bêtises, approximativement 330 millions, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on va avoir les coûts. Les coûts des ventes et les dépenses, les surplus administratifs. Et on voit que ça a coûté 388 millions de dollars. Donc 388 millions de dollars, sachant qu'ici on a 330, ça fait, on va dire, une différence de de moins 58 millions, puisqu'on a 330 moins 388. Donc, ça fait une différence. Sauf qu'il est écrit tax credit de 58 millions. Et on voit que les profits nets du film, en exploitation en salle de Quantumania, s'élèvent à 88 000 dollars. Alors ça, déjà, ce n'est pas risible, parce qu'il y a beaucoup de films qui ne marchent pas, mais c'est vrai que pour un film Marvel, de se dire qu'on a récupéré 88 000 dollars alors que c'est un crédit qu'on pourrait faire, peut-être pas à la consommation, mais peut-être pour agrandir une maison, pour faire je ne sais pas quoi, c'est un crédit. 88 000 dollars, on parle pas de millions, on parle de 88 000 dollars. C'est souvent le coût de quelques années d'études aux États-Unis. D'accord? 88 000 dollars. C'est en vrai, ce n'est pas risible. Mais tu vois qu'il est à peine rentable. Il est rentable, donc on ne peut rien dire en vrai. Mais 88 000 dollars. Ils sont dans leur coût, mais c'est comme si ce film n'avait limite jamais existé, parce que 88 000 dollars pour Marvel Studios, c'est une bouchée de pain. C'est vraiment très très peu. Et donc là, c'est vrai que c'est un tableau qui semble grossi. On n'a pas la précision mais pourquoi est-ce qu'on a une réduction ici? Pourquoi est-ce que ça fait 2,8 et du coup ça fait 327 et du coup ça fait 330 millions? Tout est expliqué à la suite. Ironiquement, les studios qui tournent au Royaume-Uni doivent être transparents pour augmenter leurs profits et non opaques, donc on doit dire ce qu'il y a, combien ça a coûté, etc. Et les studios ne tournent pas seulement au Royaume-Uni en raison des paysages pittoresques, des installations luxueuses et de la disposition de talents hautement qualifiés. Ils tournent pour bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses audiovisuelles du gouvernement britannique qui leur permet de bénéficier d'un remboursement en espèces, et ça c'est extrêmement important, pouvant atteindre 25,5% de l'argent qu'ils dépensent dans le pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça signifie que le gouvernement américain peut financer un film à la hauteur de 25,5% du budget du film pour un remboursement. Et vous allez voir qu'il y a un levier assez intéressant qu'utilise Marvel Studios selon le magazine Forbes. Encore une fois, on n'est pas là pour dire que Marvel Studios fait ça, mais pour lire l'article et analyser en conséquence. Et du coup, on arrive directement ici, donc là on te précise que c'est une FPC, donc pour avoir un droit au remboursement, au moins 10% des coûts de production doivent être liés à des activités au Royaume-Uni. Afin de le prouver au gouvernement, les studios créent une société de production cinématographique, donc une FPC, distincte au Royaume-Uni pour chaque film qu'ils produisent. Pour exemple, et c'est ce qu'ils disent juste après, c'est qu'en gros, qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'on a un studio Marvel Studios qui va vouloir faire un film. Et là, pour le coup, Quantumania, ils vont se dire, on va le tourner en Angleterre, enfin en tout cas, en Grande-Bretagne. On va y aller,
Et avant de le faire, il faut créer une société. Vous savez, on entend souvent le truc des titres de travail. C'est un peu le principe là. C'est-à-dire que là, on va avoir la société de production, PIM Production, qui va être créée. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien, pour justement ne pas que les gens qui pourraient voir justement ce genre de choses puissent se dire « Ah bah c'est Quantumania qui se tourne à Londres ». Non, c'est PIM Production, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ces titres de travail-là, ces titres de société sont extrêmement importants et c'est de là où ça part. Donc c'est pour ça qu'on a des titres de société un peu particuliers et pas en lien avec le film, parce que justement tout est pas public, mais on peut avoir les chiffres et les noms de ces différentes choses-là, notamment parce qu'on est en Grande-Bretagne. Les conditions du processus de remboursement stipulent que chaque FPC, donc chaque société, doit être responsable de la pré-production, de la photographie principale et de la post-production du film, et de la livraison du film terminé. Donc, en gros, la majeure partie des choses doivent être faites sur dans le pays. Les studios ne sont pas autorisés à dissimuler les coûts auprès d'autres sociétés car les conditions stipulent également qu'il ne peut y avoir qu'un seul FPC, donc qu'une seule société par film. Voilà, par rapport à un film, c'est bien ça. Ces sociétés doivent être ensuite déposer des états financiers, et voilà, le coût du film n'est plus un secret pour personne. Non seulement il vient directement de la source, puisque les sociétés appartiennent au studio, donc voilà, encore une fois, PIM Production appartient à Marvel Studios, et PIM Production, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la production du film Ant-Man et la guêpe Quantumania, mais les données figurant dans les documents ne peuvent être remises en question car la loi britannique stipule qu'elles doivent être vraies et exactes. Cependant, ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est là où c'est hyper intéressant. J'ai mis vraiment 15 minutes à comprendre ce qui est écrit là et ce que cela signifie. Premièrement, les sociétés utilisent généralement des noms de code. Donc, comme je viens de vous le dire, là, c'est PIM Production. Deuxièmement, les états financiers sont loin d'être simples, et même si certains peuvent y voir une comptabilité hollywoodienne, il y a en fait une raison logique à tout cela. Tout cela est dû au mécanisme de financement qui diffère légèrement d'un film à l'autre, mais suit généralement un modèle similaire. Cela commence dès le début de la production. Un studio hollywoodien achète un scénario à un scénariste et donne le feu vert sur un film sur ce scénario. Si le film décide de le réaliser, si le studio décide de réaliser le film au Royaume-Uni, il crée alors une filiale dans ce pays qui achète le studio à sa maison mère basée aux États-Unis. Donc tu vois que c'est un peu bizarre, c'est un peu particulier. Après, ils suivent des lois, donc ça paraît légal, c'est légal, sinon ils ne pourraient pas le faire, encore une fois. L'acquisition du scénario, donne à la société britannique le droit de réaliser un film sur celui-ci, et le studio hollywoodien lui verse une petite commission pour ses services de production. Conformément aux règles, la société britannique doit être responsable de tout, de la pré-production, bon ça on l'avait déjà dit, vient ensuite la magie financière. Et c'est là avec ce schéma que j'ai mis assez longtemps à comprendre, parce qu'en plus il est en anglais, mais donc j'ai essayé de vite fait de me dire ok ça se passe comme ça. Donc si l'entreprise britannique, là on va juste lire et après je vous expliquerai, d'accord? Si l'entreprise britannique réalise un bénéfice, le gouvernement britannique verse un avantage financier sous la forme d'une réduction de ses impôts. En revanche, si elle réalise une perte, elle reçoit un remboursement en espèces sous la forme d'un crédit d'impôt, ce qui permet aux studios de financer les entreprises de manière à ce que cela soit possible. Comme le montre le schéma ci-dessous, le studio achète les droits du film à la société britannique, mais ne lui donne environ que 74,5% du coût de production prévu. Les 25,5% restants sont fournis par le studio sous la forme de prêts. Le prêt et les revenus de la vente des droits donnent à la société britannique 100% du budget de la production du film, ce qui ouvre la voie au remboursement en espèces. Encore une fois, le remboursement en espèces, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que le film réalise une perte. Alors, on a une perte. Donc, par rapport à ça, on a d'abord Marvel Studios, ok? Ici, c'est Marvel Studios. On a Marvel Studios qui va vouloir réaliser le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Donc, comme c'est écrit ici, on va, sur les 100% du budget initial alloué au film, on va mettre 74,5% du budget pour les coûts de production. Sauf qu'après, le studio va faire quoi? Il va dire, ok, on te propose 74,5, mais après, en fait, on te fait un prêt. C'est-à-dire que les 25,5% restants du budget des 100%, vous allez devoir nous les rendre. Sauf que, s'ils ne peuvent pas le rendre, eh bien, qui intervient? Le gouvernement britannique, comme par hasard, à hauteur de combien?
25,5%. Donc ça veut dire que si un film réalise une perte par rapport au fait qu'on ne puisse pas forcément rembourser les 25,5% du budget, le gouvernement britannique arrive, notamment par rapport au fait que tu remplisses toutes les conditions, pardon, il arrive et il te dit, ok, bon bah vu que tu ne peux pas rembourser, eh bien moi j'arrive avec les 25,5%. Et c'est ce qui est expliqué juste après, les prêts ne sont pas comptabilisés comme des revenus car ils doivent être remboursés. Donc c'est pour ça que Marvel Studios se dit, bon bah les 25,5%, on va juste faire un prêt, comme ça le film va devoir, enfin la société du coup qui a été créée par rapport au film va devoir nous les rembourser, mais s'ils ne le peuvent pas, eh bien c'est le gouvernement britannique qui va mettre 25,5% dans cette société pour rembourser le studio. Donc vous voyez qu'en fait, ça permet au studio de dépenser moins que ce qui est prévu. La société britannique subit donc une perte équivalente à environ 25,5% du budget du film, et c'est à ce moment-là que le gouvernement britannique intervient en remboursant cette perte, c'est ce que je viens de vous dire. Le film n'est pas en capacité de rembourser ces 25,5% du budget qui était alloué, donc le gouvernement rembourse cette partie-là. Voilà, c'est ce qui est écrit. Ensuite, le montant du remboursement étant équivalent au prêt que la société doit à sa maison mère, l'argent peut être transmis au studio hollywoodien sous la forme de remboursement. Et grâce à ces rebondissements, le gouvernement britannique couvre 25,5% des coûts, donc ce qui est ici et là. Donc encore une fois, le studio prête de l'argent, donc 25,5% au studio, qui ne peut pas, parce qu'ils perdent ces 25,5%. Et du coup, nous avons le gouvernement américain qui alloue un remboursement à hauteur de 25,5, un remboursement en espèces, qui nous permet d'avoir 100% ici. Donc les 25 ici. Donc on perd cela, mais on les récupère ici, qui n'est donc pas notre argent. Vous voyez un petit peu le truc, le levier du coup, et du coup ces rebondissements, réduisant du coup les dépenses nettes du studio. Donc on ne dépense pas 100%, mais 74,5%. C'est ça qui est fou. Je trouve ça dingue et je trouve ça hyper intéressant. J'ai mis du temps à comprendre, mais là, j'espère que j'ai été assez, on va dire, intelligible et j'espère que ça a été assez simple pour vous pour un petit peu saisir tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Et du coup, ce remboursement s'est élevé à 58,3 millions de dollars. Et si on revient sur le petit schéma qu'on avait ici, les 58,3, c'est ça. Tax crédit, donc le remboursement du gouvernement américain. Sauf qu'encore une fois, pré-tax loss, c'est ce qu'on avait perdu. Donc, on avait perdu 58,193, on en récupère grâce au gouvernement américain, gouvernement britannique, pardon, 58,3 et on récupère les 88 000. C'est là où le film Ant-Man et la Guêpe est rentable, avec les 88 000. Mais du coup, on continue. Donc, ramenant les coûts à 388 millions de dollars du film à un montant net de 330 millions. Donc, en gros, il a coûté 388 millions, donc là c'était le coût, 388 millions, on est bien d'accord. Sauf que le film a rapporté 330 millions, donc ce que je viens de vous dire là. Sauf que il a moins 58 millions, ce que je vous ai dit en début, sauf que encore une fois, on a cette taxe crédit qui arrive et qui nous permet d'être rentable à 88 000 dollars. Voilà un petit peu comment ça se passe. Alors après, encore une fois, ça c'est ce qu'on avait évoqué au début de la vidéo. C'est un article de Caroline Reed qui nous permet de mieux comprendre ça. Donc en gros, voilà pourquoi en partie Marvel Studios, et je parle de Marvel Studios, mais ça peut être aussi n'importe quel autre studio qui voudrait bénéficier de cette aide-là. Voilà pourquoi, des fois, on tourne des films en Angleterre. Non pas forcément par rapport à ces studios ou par rapport à la ville en soi, à Londres ou n'importe quelle autre ville en Angleterre. Non, c'est aussi parce que ça nous permet de faire des économies sur les dépenses, selon l'article de Forbes. J'espère que ça a été un petit peu compréhensible pour vous. Je ne sais pas si vous l'avez véritablement totalement assimilé. J'espère que j'ai été intelligible. N'hésitez pas vraiment à me le dire dans les commentaires. Je trouve ça passionnant. Sincèrement, je suis de plus en plus intéressé par le box-office, de savoir comment est-ce qu'un film marche, pourquoi est-ce qu'il marche, pourquoi est-ce qu'il ne marche pas. Donc en vrai, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous apprécieriez, c'est français je crois, plus de vidéos dans ce style-là. À mon échelle, encore une fois, je ne dis pas que c'est de la vulgarisation parce que je ne suis pas forcément totalement calé sur le sujet. Moi, je ne fais que lire et interpréter à ma manière. Voilà, il y a des économistes, des analystes qui seront beaucoup mieux dans justement ce domaine-là. Donc, voilà, je tiens à le préciser que je ne suis pas du tout un professionnel. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.
Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent. Vous savez que c'est toujours un plaisir de pouvoir vous proposer ce genre de petite vidéo, même si elle a été assez longue. Et vraiment, je trouve ça dingue. C'est vraiment super intéressant. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça.